Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence dans l'auditorium du MAN ce soir et également merci à tous de nous suivre sur la chaîne YouTube du musée. Ce soir, nous inaugurons un nouveau cycle de conférences annuelles en lien avec la saison qui va décliner la thématique des matériaux archéologiques. Et nous avons le plaisir donc d'accueillir Hélène Huisson, qui est conservatrice restauratrice et qui est responsable du labo de conservation-restauration du MAN dans le service de la régie des collections. Hélène a fait des études d'archéologie, bien évidemment. Après une licence et un master en archéologie et une thèse sur le Proche-Orient ancien qui a été soutenue en janvier 2020, elle a également réussi le master professionnel de conservation-restauration des biens culturels et elle est arrivée dans notre musée en septembre 2023, si je ne m'abuse. Voilà, et donc ce soir, Hélène va nous présenter tout ce qui est relatif justement à ses travaux, mais également les programmes de recherche en conservation-restauration des collections du musée. Voilà, cette saison sur les matériaux, elle va connaître différentes déclinaisons. À partir du week-end, non pas qui arrive, mais prochain, donc autour du 13 octobre, il y aura la fête de la science. Donc je vous invite à aller sur le site internet pour voir notre programmation en médiation postée dans les collections, en atelier gratuit pour les enfants, mais également un format inédit d'atelier d'écriture pour les adultes. Et puis plein d'autres surprises que vous pourrez découvrir, notamment si vous vous abonnez à la lettre d'information en allant sur le site du musée pour ne rien rater de nos événements. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Hélène et nous aurons un temps de questions après la conférence, bien évidemment. Et je pourrai vous annoncer la programmation de décembre pour la deuxième conférence. Je vous remercie. Bonsoir à tous, on vous remercie d'être venus ce soir. Euh, en complément de l'introduction de Benoît, je me permets de préciser qu'en fait je suis arrivée au MAN en tant que prestataire en 2020 et je suis en poste depuis effectivement septembre 2023. Donc je vais vous montrer des exemples auxquels j'ai contribué, enfin des opérations auxquelles j'ai contribué depuis 2020 pendant ma prise de poste. Alors, pour, ouais, pour commencer, je voulais vous présenter succinctement le plan le déroulé que je vais suivre. Alors, je vais vous présenter très rapidement le laboratoire du MAN, vous donner quelques définitions de la conservation-restauration. Alors, je suis navrée parce que ce sera moins illustré et peut-être un peu fastidieux, mais il me semble primordial de poser les bases de qu'est-ce que c'est que la conservation-restauration avant de pouvoir vous en montrer des exemples concrets. Je vous présenterai ensuite quelques cas pratiques, des études et enfin, surtout des interventions de conservation-restauration. Je vais vous montrer les opérations d'entretien des collections exposées ainsi que des évaluations sanitaires qui ont été menées en réserve. Et pour finir, un volet un peu plus participatif où je vous demanderai d'écrire ce que vous voyez et de voir ensemble ce que... Voilà, enfin, c'est un peu surprise. Donc le laboratoire du MAN, je m'excuse par avance s'il y a des petits soucis d'affichage, il y a une incompatibilité par rapport à la version qu'elle est sur mon ordinateur. Alors le laboratoire, le musée a été créé en 1862 et ouvert en 1867. Un atelier de moulage a été conçu en même temps que la création du MAN, sous l'impulsion d'Auguste Vercher de Riffy. De 1866 à 1896, c'est Abel Maître qui est responsable de l'atelier. Il y mène une activité de moulage, de copie et de diffusion des collections archéologiques. Ce volet est très important parce qu'aujourd'hui, le MAN, suite à cette activité de moulage, détient de très importantes collections de reproduction, tirage en plâtre, galvanoplastie. Ensuite, entre 1896 et 1934, c'est Benoît-Claude Champion qui prend le relais en tant que chef technique des ateliers. Et les ateliers sont transférés alors aux 2 rue Thiers en 1898, c'est-à-dire que le laboratoire n'est plus dans les murs du château. La première mention d'un laboratoire en parallèle des ateliers de moulage apparaît en 1899
Et progressivement se mettent en place les principes de la conservation-restauration. Et avec les différents conflits mondiaux, les ateliers du MAN périclitent à partir de 1939 et renaissent ensuite. Mais si vous voulez en savoir plus pour l'histoire passionnante des ateliers et du laboratoire du MAN, je vous conseille vivement de la lecture de la thèse de ma collègue Clotilde Proust, qui occupait mon poste auparavant. L'archéologie à l'atelier, c'est publié sous forme d'un petit livre très facile à lire et passionnant. Donc j'en viens aux définitions de la conservation-restauration, sa déontologie, la méthodologie et les enjeux auprès des publics. Alors, le conservateur-restaurateur est un professionnel qui a la formation, la connaissance, les aptitudes, l'expérience et les facultés de compréhension pour agir dans le but de préserver les biens culturels pour le futur. Le conservateur-restaurateur contribue à la compréhension des biens culturels dans le respect de leur signification esthétique et historique et de leur intégrité physique. Tous ces mots sont absolument essentiels pour la définition de tout projet de conservation-restauration. Ces définitions s'appuient sur des chartes internationales, ici celle d'ECO en 2002, mais il y a aussi la charte de Venise et le Conseil international des musées. On va distinguer plusieurs types d'interventions sur les objets, des interventions directes ou indirectes, des interventions qui vont interagir avec la matière de l'objet. On va dans le but de les préserver, de stopper les processus d'altération, on va alors parler de conservation curative. On va parler de conservation préventive lorsqu'on agit plus particulièrement sur l'environnement de l'objet, pas sur la matière constitutive de l'objet elle-même. Et enfin, on parle de restauration lorsqu'il s'agit de faciliter la lecture du bien culturel tout en respectant autant que possible son intégrité esthétique, historique et physique. La restauration est donc différente de la réparation, qui est une intervention visant à rétablir la fonctionnalité d'un objet, à le refaire ou à le reconstruire, même partiellement. Donc en restauration, on va toujours avoir en tête, autant que possible, de préserver l'histoire matérielle de l'objet. Et vous comprendrez en voyant ces trois termes qui sont vraiment inclus dans le domaine de la conservation-restauration qu'on tient vraiment à ce terme conservateur-restaurateur, même si c'est un peu long et fastidieux, parce que le but premier, c'est vraiment la conservation des collections pour la transmission aux générations futures, la conservation sur le long terme. La restauration est en quelque sorte une opération facultative dont on pourrait se passer, qui est très agréable à faire et qui est particulièrement valorisante dans le cas d'exposition, par exemple, mais ça reste quelque chose de facultatif. Alors, donc, le conservateur restaurateur va intervenir sur le patrimoine culturel, qui lui se définit comme tout objet, bâtiment et environnement auquel la société attribue des valeurs esthétiques, artistiques, documentaires, écologiques, historiques, sociales ou spirituelles particulières. Donc, ces notions de valeurs sont aussi très importantes parce que le projet de conservation-restauration va s'appuyer sur la pondération de ces valeurs, savoir comment on va pouvoir concilier l'ensemble des informations données par l'objet, de l'ensemble des informations scientifiques, esthétiques, artistiques, etc. Donc pour ceci, il y a des grands noms qui ont participé à la définition de ces valeurs. Je donnerai l'exemple de Alois Riegel. Son texte, Le culte moderne des monuments historiques, date de la fin du 19e siècle, 1903 pour la traduction. Mais je vous en conseille aussi vivement la lecture. C'est un petit livre très facile. Et il reste absolument essentiel. Il a distingué les valeurs de passé, qui sont les valeurs historiques, valeurs d'ancienneté. Alors ces deux valeurs, on va les retrouver beaucoup, on va beaucoup y faire appel sur les objets archéologiques, justement. Il introduit la notion de valeur de contemporanéité avec la valeur d'usage, qui va être
plus prégnante pour les monuments historiques qui doivent encore assurer une fonctionnalité, qui sont comme une église les églises sont encore utilisées aujourd'hui, et une valeur d'art. Il y a la valeur d'art de nouveauté et la valeur d'art relative, c'est-à-dire comment, au moment de la fabrication de l'objet, les publics ont perçu, ont reçu, quelle valeur esthétique ils lui ont donnée, et avec le recul, quelle est cette valeur de nouveauté. Et enfin, il donne la notion de valeur de remémoration intentionnelle, qui va plus inclure, par exemple, les monuments aux morts, etc. Donc avec la notion de valeur culturelle des biens culturels se pose le problème de leur conservation. Pourtant, on peut définir un mode de conservation sans réfléchir à l'état dans lequel on choisit de conserver ces biens culturels. La notion même de conservation implique celle de menace, c'est-à-dire de risque d'altération présent ou potentiellement présent. Cette menace qui pèse sur l'intégrité ou l'existence même de l'objet, et ce risque d'altération ne peut être évalué que si on définit ce qui peut consister une altération. Et qu'on va dans un peu des boîtes gigognes de définition. Et donc la notion d'altération apparaît subjective lorsque l'on considère qu'une modification d'un objet peut être interprétée comme un dommage ou comme une amélioration. À ce sujet, je vous conseille aussi la lecture de la théorie de la restauration de Cesare Brandi, qui a beaucoup travaillé sur la notion d'intégrité d'un bien culturel. Donc, suite à ces définitions, a été instaurée une déontologie de la conservation-restauration qui guide les principes d'intervention. Le premier de ces principes va être de préserver l'intégrité et l'authenticité du bien culturel. On prend en compte sa matérialité et les valeurs culturelles qu'il représente. On veille à la compatibilité des produits utilisés avec les matériaux constitutifs du bien culturel. On veille à leur innocuité, à leur inertie et leur stabilité. Leur innocuité, c'est qu'ils ne vont pas nuire à la matière constitutive de l'objet. Inertie, ils ne vont pas évoluer eux-mêmes et ils sont stables dans le temps. Oh, pardon. Ensuite, on veille à la réversibilité de l'intervention, autant que possible. Il y a des cas, bien sûr, où ça ne sera pas possible, mais encore une fois, les éléments seront à prendre en compte, à pondérer en fonction des valeurs culturelles et en fonction des menaces qui pèsent sur la conservation de l'objet. La lisibilité de l'œuvre est primordiale. Il s'agit de restaurer une unité qui permet la compréhension du bien culturel. La visibilité de l'intervention, c'est-à-dire que s'assurer que les additions ou les restaurations puissent être décelées ultérieurement par observation directe. Et l'intervention minimale, c'est-à-dire agir avec des méthodes et des produits éprouvés, dont on peut évaluer l'impact immédiat et à long terme sur des matériaux constitutifs originaux de l'objet. Comme cet impact est rarement nul et qu'il est aussi rarement réversible, il faut établir la nécessité de chaque intervention et en mesurer le degré pour intervenir finalement le moins possible. Avec l'intervention minimale va la prééminence des mesures conservatoires. Vous l'aurez compris qu'on interagit le moins possible avec la matière de l'objet. Et enfin, la documentation est essentielle, ainsi que la collégialité et l'interdisciplinarité. Le conservateur-restaurateur ne travaille jamais seul. Sur la base de ces principes déontologiques, on peut ensuite construire un protocole d'intervention. C'est une méthodologie simple, éprouvée, qui consiste à tout d'abord donner une initiative du projet. Alors généralement, ce sont les conservateurs responsables des collections, mais ça peut être aussi des chercheurs qui ont besoin d'accéder à telle ou telle collection qui n'est pas étudiable en l'état parce que trop altérée. Donc il y a cette initiative du projet. Là, on réalise un examen diagnostique, exactement comme chez le médecin. On va examiner examiner l'ensemble
des pathologies de l'objet et établir un diagnostic et un pronostic. Ensuite, on établit le projet de conservation-restauration, on détermine les objectifs, on formule le projet et il est approuvé ou révisé en concertation avec les équipes scientifiques. Ensuite, donc bien sûr, il y a la mise en œuvre de l'intervention et parfois des éléments apparaissent au cours de l'intervention qui obligent à réviser le protocole et la méthodologie précédemment établie. Il faut être toujours souple et s'adapter aux objets. Le restaurateur s'efface derrière l'objet et les besoins de l'étude. Et en fin d'intervention vient la documentation et les préconisations de stockage et de présentation pour le cas de collections exposées. Donc le conservateur-restaurateur a suivi une formation bien spécifique qui lui permet d'intervenir avec des traitements appropriés selon un code de déontologie reconnu au niveau international. Le diplôme peut être obtenu en suivant une des 4 formations reconnues en France, mais aussi en Europe et à l'international. Et les 4 formations reconnues en France donnent habilitation à intervenir sur les collections Musées de France, selon la loi Musée de 2002. Donc les missions du conservateur-restaurateur sont multiples. Il est amené à étudier l'œuvre, établir un constat d'état et de conservation, puis un diagnostic. Il doit être à même de proposer et mettre en œuvre un traitement adapté directement sur l'objet et indirectement sur son environnement, en concertation avec le propriétaire ou le responsable de l'œuvre. Il conseille, il assiste, il peut aider à la rédaction de cahiers des charges. Il rédige des rapports techniques en excluant toute appréciation sur la valeur marchande. Il réalise une documentation photographique sur l'état avant, pendant et après intervention. Il mène des recherches avec des équipes pluridisciplinaires. Il contribue au programme d'éducation et d'enseignement. Et il participe à des manifestations de communication, de sensibilisation et de valorisation auprès des publics. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous montrer des exemples de chantiers qui ont été menés au MAN entre 2020 et 2022, à savoir l'entretien des collections exposées et les évaluations sanitaires en réserve. Ce sont des opérations qui sont peu présentées, qui commencent à l'être davantage ces dernières années. Mais je trouvais ça intéressant de vous les présenter plutôt que de séries de cas d'études, parce que justement, ça montre vraiment tout le travail en coulisses et à quel point, même exposées, les collections restent extrêmement vivantes. Donc pour commencer, l'entretien des collections exposées dans le parcours permanent du Musée d'archéologie nationale. Ces opérations se font le mardi, jour de fermeture du musée. On profite de l'absence des visiteurs pour ouvrir les vitrines et faire ces campagnes d'entretien. Le premier objectif de ces interventions est de procéder au dépoussiérage des objets et de leurs vitrines. Pour certaines de ces vitrines, en 2020, au tout début de ces campagnes, l'empoussièrement était si important qu'il altérait l'aspect esthétique des objets d'une part et empêchait une bonne lecture des surfaces. D'autre part, les particules de poussière sont nuisibles à la bonne conservation des objets. Les poussières forment un milieu hygroscopique, sensible aux variations hygrométriques, et ils peuvent être aussi des nids, un substrat pour des bactéries, des champignons, des micro-organismes. Et donc tous ces facteurs sont propices au développement de moisissures et à la reprise de corrosion, par exemple, sur les métaux. Ils sont nuisibles aussi nocifs pour les vers et peuvent altérer les restaurations anciennes. Puisque la présence de ces poussières et d'éléments exogènes provoque une altération des films de protection, un encrassement des résines de comblement par exemple, un encrassement des collages, et parfois il favorise la coloration des matériaux organiques. Alors vous voyez ici le plan
avec les différentes campagnes qui ont été menées. Alors ici, dans les salles néolithiques, âge du bronze et premier âge du fer. Donc au fur et à mesure des années, on a réussi à couvrir tout l'ensemble des vitrines. Ensuite, nous avons continué en second âge du fer et en salle le premier Moyen-Âge qui sont actuellement fermées. Alors nous avons mis une méthodologie très simple mais efficace. D'emblée, nous avons effectué une couverture photographique pour enregistrement de la position relative des objets et de leur numéro dans la vitrine, pour bien replacer tous les objets à l'identique. Donc, une première couverture photo. Ensuite, un dépoussiérage du dessus de chacune des vitrines, parce que ce n'est pas pris en charge par... ça faisait partie de notre mission. Et évidemment, vous vous doutez bien que si on dépoussière les coffrages après avoir nettoyé la vitrine, on a un risque, comme les vitrines ne sont pas hermétiques, il y a un risque que les poussières retombent à l'intérieur et on va tout à recommencer. Donc voilà, nous voilà avec nos aspirateurs dorsaux, on nettoie bien les dessus, les coffrages. Ça a permis de signaler aussi des défaillances dans les systèmes d'éclairage, l'utilisation non systématique d'éclairage LED. Donc il y a encore beaucoup d'éclairage qui produisent des infrarouges qui produisent de la chaleur, donc qui est nuisible pour les objets. Ensuite, section par section, les objets sont déposés sur les tables de travail. Tout au long de l'opération, le service de la régie des collections encadre l'opération, et donc le prélèvement des objets est fait par un membre de la régie du musée. Et ensuite, on le pose sur les tables de travail et nous dépoussiérons. Et pendant le dépoussiérage, on réalise le constat d'état. Donc les objets sont sortis de leur vitrine, dépoussiérés à l'aide de chiffons microfibres, de pinceaux doux et par micro-aspiration. Vous voyez ici l'exemple avant dépoussiérage, après dépoussiérage, avec un petit changement de couleur. Ici, vous voyez que clairement la limitation du dépoussiérage aussi sur une statue d'un cavalier romain qui est donc hors vitrine. Nous dépoussiérons bien sûr aussi à l'intérieur des vases et récipients, quel que soit leur format. Et vous voyez en bas à droite aussi un exemple de avant-après dépoussiérage où les tessons de céramique ont retrouvé un peu de leur éclat. Nous réalisons un examen diagnostique. Par exemple, un des vases extraits de la vitrine a été extrait à cause de fissuration en cours, fissuration évolutive, donc qui nécessitait une intervention conservation-restauration. Donc il a été retiré de la vitrine pour traitement au laboratoire. Vous remarquez aussi au milieu un petit rasoir en alliage cuivreux qui était présenté sur un socle en plexiglas et qui avait subi des fragmentations parce que le montage était trop serré. En fait, il a mené trop de tension, donc nous avons revu le soclage. On a identifié aussi des corrosions actives, des piqûres de reprise de corrosion, et des éléments en os, par exemple, qui présentaient des traces d'adhésif et de fissuration. Autre exemple, d'importantes reprises de corrosion sur des alliages ferreux et cuivreux. Alors, sur les morts en haut à gauche, c'est dans la zone entourée en rouge. Certains verres aussi présentaient des altérations, et ici, ce que vous voyez ici, c'est de l'ambre altéré. Ça, les conditions d'exposition n'y peuvent rien.
Lors de ces opérations d'entretien, on est amené à effectuer des petites interventions. Alors on estime petite une intervention lorsqu'elle ne prend pas plus de 15 minutes. Donc ce qui nous permet d'effectuer sur le moment même des remontages, des recollages, vous voyez ici l'exemple, sur une céramique et sur une fibule. Ici, c'était un torque en feuille d'or. Enfin, il devait y avoir initialement une âme en matériau périssable qui a disparu. Et ici, la feuille était particulièrement fragile. Il présentait des déchirures qui ont été aggravées par le mode de montage avec des pattes métalliques. Et donc, j'ai pu faire un doublage à l'intérieur, donc il ne se voit pas lorsque l'objet est exposé, mais qui permet de limiter la fissuration et la perte de matière. Ici, on voit en haut à gauche des petits points bleu-vert, peut-être. Voilà. Et ce sont des piqûres de reprise de corrosion. Donc elles ont été stabilisées directement sur le chantier. Après ces constats et les interventions et l'enregistrement des informations par le service de la régie, on dépoussière et on nettoie la vitrine. Donc ça nous conduit parfois dans des situations cocasses pour nettoyer les vitres à l'intérieur parce qu'elles sont systématiquement nettoyées de l'extérieur par les équipes qui assurent l'entretien des salles, mais pas à l'intérieur. Et vous voyez en haut à gauche l'exemple du niveau d'empoussièrement dans l'une des vitrines. Alors là aussi, le choix des matériaux le choix des matériaux est très, très important. Et en fait, le problème de ce revêtement noir, c'est qu'il est magnifique, propre, mais il est très électrostatique. Donc le moindre grain de poussière est attiré par le revêtement et on le voit clairement, enfin, quand on enlève les objets surtout. Après, là, il y avait en 2020-2021, il y avait un très fort degré d'empoussièrement qui était aussi lié aux travaux sur les façades du château, puisqu'il y a eu le ravalement des façades, donc il y avait eu caissonnage, etc. Mais évidemment, la poussière s'est quand même infiltrée un peu partout. Donc le degré, je vous rassure, aujourd'hui, quand on reprend les vitrines, c'est beaucoup moins empoussiéré. Ensuite, on reprend à partir des photos qu'on avait faites au début, on replace scrupuleusement les objets à leur place, toujours sous l'œil vigilant du service de la régie. Là, je vous présente un bilan sanitaire qui a été réalisé préalablement à un chantier des collections, justement en vue de réaliser un cahier des charges pour ce chantier dans la dite salle de Mars. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu la salle de Mars, qui est en fait la salle d'archéologie comparée, qui est fermée depuis quelques années. C'est cette salle d'archéologie comparée qui était aussi la salle de bal qui a été conçue comme la salle de bal lors des travaux faits par François Ier. Donc vous avez ici un plan de la salle de Mars. Donc cette étude a été menée avec 3 collègues, Camille Bézier, Alice Flo et Diane Bognon. Nous étions une équipe pluridisciplinaire spécialisée en objets organiques et ethnographiques, en métaux archéologiques, céramique et verre. Et on couvrait à peu près toutes les typologies de matériaux. Alors, pour une telle évaluation sanitaire, on ne peut pas regarder tous les objets. Il faut réaliser un échantillonnage. Donc nous avons choisi de ne pas ouvrir toutes les vitrines. Nous avons ouvert uniquement celles qui sont colorées en jaune. Et cela nous a permis de prélever un plus grand nombre d'objets au sein de quelques vitrines où les collections étaient les plus abondantes, avec un panel de matériaux le plus large possible. Ça nous a semblé suffisant pour avoir un échantillon précis et représentatif de l'état des collections. La quasi-totalité des matériaux organiques et des métaux les plus sensibles ont été observés,
tandis que les collections lithiques ne présentant pas les mêmes problèmes de conservation n'ont été observées que lorsqu'elles étaient accessibles, et en fonction du temps restant, enfin du temps imparti pour l'étude. Les objets ont été considérés par lot, et les lots ont été définis en prenant les critères suivants: le matériau, l'état de conservation et les dimensions lorsqu'elles sortaient de l'ordinaire. Au total, on a pu observer 128 lots d'objets en matériaux organiques et inorganiques, représentatifs d'une sélection de 1151 items. Pour toutes les vitrines ouvertes, tous les objets ont été observés directement sur toutes les faces lorsqu'ils étaient accessibles et manipulables, afin de bien apprécier leur état de conservation. Toutes ces données ont été enregistrées dans une base de données qui nous a permis ensuite d'en faire une interprétation statistique. Vous avez ici l'exemple de la répartition des matériaux. Donc, cette répartition nous renseigne sur les risques liés aux matériaux et leur sensibilité respective. Par exemple, les matériaux organiques, de même que les métaux, sont très sensibles aux variations thermohygrométriques, tandis que les matériaux inorganiques sont davantage sujets aux altérations mécaniques et aux chocs. Ça nous a permis aussi de recenser les marquages. Certains objets n'étant pas marqués ou le marquage étant peu lisible, on a relevé des marquages directs, c'est-à-dire inscrits directement sur l'objet comme vous le voyez à droite, ou indirects, c'est-à-dire sur des étiquettes elles-mêmes collées sur l'objet. On a pu ensuite en tirer des conclusions sur l'état de conservation global de ces collections et par typologie de matériaux. Donc globalement, l'essentiel était en bon état de conservation. Peu d'objets devaient être isolés pour traitement. Je suis désolée pour le souci d'affichage. En haut à gauche, vous voyez un exemple d'écaillage et de perte de matière. C'est une résine bitumineuse sur un bâton à fouir, un objet donc ethnographique. On a aussi des résidus, en haut à droite, des résidus d'infestation d'éjections à l'intérieur du personnage de gauche. Ça représente 2 personnages dans une pirogue. Oui, c'est un modèle réduit de canate. Et en bas, vous avez l'exemple de céramique avec des efflorescences salines et un détail sur la panse à droite. Nous avons mené le même type d'évaluation dans les réserves dites Morgan et Capitan. Cette fois-ci, les objets n'étaient pas en vitrine, mais conservés dans des compactus. Et en fait, tout devait être évacué pour les travaux qui ont commencé depuis qui vont commencer incessamment sous peu au musée. Donc nous avons travaillé selon le même principe. Vous voyez qu'il y avait des modes de conditionnement très différents, en bac, en compactus, sur des étagères. Ici aussi, il a fallu choisir un mode d'échantillonnage. Alors, l'examen visuel des caisses a permis de confirmer la pertinence de l'échantillon, les matériaux et leur état de conservation étant homogène dans les contenants. Et tous les objets hors contenant ont été traités de manière similaire. Un objet sur 6 a été observé afin de garder le même ratio que pour les objets conservés en caisse. Au total, 16% de la collection a été observée, et ce qui correspond à un échantillon donc plutôt important et suffisant pour faire cahier des charges. Donc 1/6 des contenants a été examiné directement, soit plus de 300 caisses sur un total d'environ 1800. Ces opérations ont facilité le choix de l'échantillon en prenant logiquement les contenants standards comme unité d'échantillonnage. Donc, comme je vous le disais, un contenant sur 6 a été observé, dans lequel un objet représentatif a été prélevé pour examen complet. De la même façon, nous avons procédé à une analyse statistique de l'ensemble des informations que nous avons recueillies. Ici, vous voyez que les formats étaient beaucoup plus variables, allant de grands tapas en fibres végétales à de petites céramiques qui tiennent dans le creux de la main.
L'état de conservation général était plutôt bon. On a quand même relevé des cas de reprise de corrosion en bas à gauche et des traces d'infestation anciennes sur les objets organiques. Est-ce que vous avez déjà des questions sur ces évaluations Une question au niveau de la fréquence de ces évaluations. Est-ce que les musées ont des contraintes par rapport à des chartes qui sont établies au niveau national ou international, ou c'est plus une question du budget qui va permettre aux musées de faire des évaluations de manière plus ou moins régulière? Alors le budget reste toujours une question. Après là, alors l'entretien des collections exposées, maintenant, la plupart des musées qui arrivent à le mettre en place le font idéalement tous les 2 ans. Donc là, déjà, dans les salles que vous pouvez voir aujourd'hui, on est déjà passé 2 fois sur chaque vitrine depuis 2020. Ensuite, il y a des chantiers comme ces évaluations sanitaires qui ont été motivés par des besoins inhérents au bâtiment. C'est-à-dire que là, l'enjeu était de vider la salle de Mars. Donc toutes les vitrines ont été démontées. Les réserves Capitan et Morgan ont aussi été vidées parce que vous avez peut-être vu en passant dans les douves les installations qui sont mises en place. En fait, il y a un grand projet de réaménagement du parcours muséographique dans sa globalité et ce qui impliquait le démontage et l'externalisation de certaines collections. Donc aujourd'hui, il y a toutes les collections concernées par ces chantiers sont en bac et la plupart externalisées dans notre réserve qui n'est pas à Saint-Germain. Alors, je vous montre 2 cas pratiques. Il s'agit plus d'interventions que d'études préalables. Alors, c'est une intervention qui a été menée sur une magnifique pointe de flèche du néolithique, âge du bronze, pardon, j'ai l'acronyme de la collection qui me donc datée de l'âge du bronze. Et en fait, le constat d'état a montré des piqûres de corrosion. Ce sont ces petits points encore vert, blanc, vert cireux que vous pouvez voir à la pointe et sur les ailerons ici. Donc l'enjeu était de stabiliser, diminuer la corrosion pour qu'elle ne s'étende pas. Donc ça c'est après le traitement. Alors c'est souvent difficile, on essaye de faire les mêmes vues, mêmes détails avant-après. C'est parfois difficile d'avoir les mêmes conditions d'éclairage, donc c'est le cas ici. Là, c'est une intervention que j'ai menée sur la ceinture torque, dite ceinture torque de Guin, donc qui est un objet un peu mystérieux. C'est de l'or, il pèse entre 2 et 3 kilos. Et lors de l'entretien, des campagnes d'entretien et de dépoussiérage des collections exposées, j'ai repéré de nombreuses traces, de nombreux résidus d'anciens produits de nettoyage. Ce sont toutes les traces blanches que vous voyez dans toutes les rainures ici. Et quand j'ai su que cet objet partait en prêt au British Museum, je me suis dit que c'était fort dommage de le laisser partir en l'état. Et après discussion avec la conservatrice, Madame Simon Mignot, il a été décidé de mener une intervention de nettoyage préalablement au prêt. Donc vous voyez ici des vues de l'un des tampons avant intervention, où on voit beaucoup de zones blanchâtres. Et ici après intervention. Alors pas tout à fait la même lumière, la plus parlante ce sont les photos du bas, mais vous voyez quand même qu'on a réussi à obtenir un peu plus de clarté, les décors sont plus visibles. Et là c'était vraiment des résidus qui n'avaient pas lieu d'être.
C'était lié à un mauvais rinçage et à des produits inadaptés qui sont restés incrustés dans les toutes petites rainures du tampon. Là, ce sont les photos avant et après. Donc ça a permis quand même de gagner un peu en lustre et de mieux comprendre aussi, de mieux voir les éléments d'assemblage. Alors une étude est en cours toujours sur cet objet. Nous allons notamment réaliser des radiographies X pour essayer de mieux comprendre les modes d'assemblage. Est-ce que vous avez des questions sur ces interventions ? Alors, je voulais finir en vous faisant un petit quiz, un quiz visuel, que vous me disiez ce que vous voyez. Première vue. Si ça vous inspire. Alors, il s'agit de la plaque boucle de ceinture de la reine Arégonde, qui donc était dans les tombes découvertes à Saint-Denis dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il s'agit d'un des éléments qui était manquant et qui a été reproduit par le restaurateur. Parce qu'évidemment, la conservation-restauration a beaucoup évolué dans le temps depuis sa définition, et les pratiques actuelles ne sont plus tout à fait celles d'il y a 50-70 ans. Mais c'est très intéressant pour l'histoire de la restauration. Donc typiquement, c'est des éléments qu'on va laisser en place parce que c'est le témoin de pratique, c'est le témoin de l'histoire matérielle de cet objet et de la façon dont il a été restauré dans le laboratoire de Nancy, le laboratoire d'archéologie des métaux. Alors, normalement, c'est un petit film, mais... Bon, voilà. Alors, pour avoir ce type d'imagerie, on s'aide d'un microscope IROX qui est hébergé au MAN pour encore quelques temps. On espère en acquérir un jour. C'est un très précieux outil pour les constats d'état, pour observer à une échelle très petite. On peut voir tous les détails de fabrication, les altérations, les modes d'assemblage. Et donc, c'est un outil extrêmement précieux. Donc, en fait, les différents outils pour les constats d'état, le premier va être nos yeux, évidemment. C'est le premier outil d'observation visuelle. Et après, on va s'aider de microscopes, de loupes binoculaires pour aller toujours essayer d'aller voir toujours plus loin dans la matière. Après viennent les analyses de composition chimique, mais là on rentre dans un autre panneau. Voilà, un deuxième petit film, on voit cette pierre bleue. Je pense que c'est du verre dont on voit pas vraiment la translucidité à l'œil nu, et grâce à la lumière, en fait, à la façon de l'orientation de l'objet, on arrivait à faire ressortir sa belle couleur bleue. Ici, est-ce que vous avez une idée de ce que cela peut être ? Un ruban, on n'est pas loin. Alors c'est une lame métallique qui a été un jour enroulée autour d'un fil, un fil âme. Le fil a disparu, cette matière organique s'est décomposée. Et en fait, cette lame métallique s'est conservée au contact de la corrosion du fer. Donc la seule trace
aujourd'hui visible de l'existence d'un tissu au contact de cet objet en fer qui provient de la tombe viking de l'île de Groix, c'est notamment ce ruban métallique. Au départ, il était question, donc, en fait, c'est un objet qui est actuellement en prêt, mais que sinon vous pouvez voir régulièrement au musée. En fait, c'est un objet dont on ne connaît pas très bien la signification, qui ressemble à enfin, qui est décrit comme un élément de proue ou élément de navigation. C'est un cercle en fer avec comme des pointes de lance sur tout le pourtour. Et en fait, il y a des éléments restaurés, des fragments non restaurés. La problématique de la conservatrice, c'était d'essayer d'unifier un peu les surfaces, parce qu'elle avait retrouvé dans des tiroirs des parties de cet objet. Donc j'ai commencé un léger nettoyage, et quand j'ai vu ça, évidemment, je me suis arrêtée. Et cet objet fera partie de la campagne de Radiographie X qui est programmée mi-octobre, pour essayer de localiser d'autres rubans de ce type. Sachant que dans les cahiers de fouilles anciennes du 19e siècle, sont très rapidement mentionnés des fils d'or qui tombaient, mais on n'en sait pas plus, ils ne sont pas localisés. Mais si vous vous intéressez particulièrement aux tissus, il y aura une conférence en mars sur les tissus minéralisés. Voilà. Je pense qu'il y en aura plus sur le sujet à ce moment-là. Alors là aussi, on était amusé entre guillemets à faire un petit film. Alors le fil blanc que vous voyez, c'est tout simplement un fil de coton, parce que ça arrive que là, on est à une échelle très 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 petite, et ça arrive que les restaurateurs laissent des fils de coton. Là, je suis la coupable. Et ce type de microscope nous permet aussi de prendre des mesures très précises. Donc ici, on a pu mesurer la largeur de la lame métallique. Et vous voyez qu'elle est complètement prise dans la corrosion du fer. Et donc, avant toute intervention, une recherche par imagerie est très précieuse. Elle pourra nous apporter des informations auxquelles on n'a pas encore accès. Donc, comme je vous disais, comme on est dans l'intervention minimale et qu'on veut altérer le moins possible les informations portées par les objets, on va privilégier d'abord l'imagerie avant d'intervenir sur la matière. Un autre exemple. Est-ce que vous avez une idée des matériaux que vous voyez ? Alors ici, on a une vue de la dite colombine, qui est une dent de phacochère dans une résille de métal, que vous pouvez voir en salle en vitrine âge du bronze. Et justement, en fait, elle a été isolée lors des campagnes d'entretien parce qu'elle elle était dans une vitrine où l'éclairage diffusait énormément de chaleur. Alors déjà, il y a un problème de compatibilité entre le métal et l'ivoire. Mais alors en plus, avec l'apport de chaleur, l'ivoire a énormément souffert. Donc il y avait des desquamations, des soulèvements de surface, des fragmentations. On voit ici qu'elle a été anciennement restaurée avec apport de résine. Donc l'idée, c'était aussi d'alléger les résines et de voir ce qu'il était possible de faire pour améliorer l'aspect esthétique. Ce que vous voyez à droite, que l'os est vraiment très fragmenté. Et les écailles sont, comment dire, il y a un relief qui n'est pas censé être là. Donc il y a une étude préalable qui a été menée sur cet objet, et la restauration devrait avoir lieu en 2025, et elle devrait être présentée dans l'exposition Âge du bronze qui ouvrira en juin 2025 et qu'il faut absolument voir. Ici, quel matériau selon vous ?
J'aime beaucoup le métal, hein, je suis spécialisée sur les métaux, donc voilà, de l'or. C'était une feuille d'or extrêmement fine qui a subi beaucoup de déformations. Et vous voyez peut-être ici un matériau un peu translucide, comme une goutte résineuse. Donc on ne sait pas très bien ce que c'est. Justement, on va essayer de faire une analyse pour savoir si ce matériau est issu d'une intervention ancienne, s'il pourrait être lié à un support sur lequel auraient été présentées ces plaques d'or très fines qui ne sont pas manipulables sans support. Ce sont des feuilles d'or à décor estampé, elles sont à peu près grandes comme ça. Et je ne sais pas très bien ce que ça devait orner. Peut-être un costume, une pièce de... Je sais pas. Ça fait partie des mystères à résoudre. Si on y arrive. Ici. On reste sur de l'or. Il s'agit de l'extrémité d'une grande lunule. Encore un ordonnage du bronze. Les lunules, ce sont les grands colliers plats. Il y en a plusieurs exposés en vitrine. Et ici, on a le détail de la perforation. Et donc, ce qui est intéressant, la perforation volontaire pour porter la lunule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir le sens dans lequel a été effectuée cette perforation. On est toujours sur de l'or. Ici, vous voyez, c'est une autre lunule. Et en fait, vous voyez que l'or est rarement pur. Et ici, il y a pas mal d'impuretés d'alliage cuivreux, si bien qu'il y a eu oxydation de la partie cuivreuse, ce qui explique la coloration rougeâtre sur une partie de l'objet. Et à droite, il s'agit d'une fissure qui est probablement liée au travail de l'or. En fait, comme il est travaillé à froid, il n'y a pas de chauffe. Ça conduit à ce qu'on appelle un écrouissage du métal avec création de fissures qui sont très peu visibles à l'œil nu, mais là on est à une échelle très petite. Et vous voyez aussi sur l'image de droite de nombreuses traces d'abrasion, qui peuvent être liées à l'usure, qui peuvent être liées au contexte de la fouille, qui peuvent être liées au nettoyage des interventions anciennes. Donc encore une fois, la microscopie nous apporte beaucoup d'informations pour établir le constat d'état. Et ça, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait de cette fissure? Voilà, on ne fait rien, exactement. On la laisse en l'état. Et à gauche, il y a eu léger nettoyage, mais on ne va pas plus loin parce que, en fait, un nettoyage suppose une forme d'abrasion, et toute abrasion induit une action sur la surface et une perte de matière, même infime, même au micromètre. Donc on agit le moins possible. Voilà, une pièce de monnaie des collections des monnaies gauloises et celtiques. Donc celle-ci a un état de surface très hétérogène. On voit ça, c'est lié à la composition de l'alliage cuivreux et à sa vie pendant l'enfouissement. Et à droite, vous imaginez d'où ça pourrait venir, cet élément en rouge? Il s'agit d'une fibre synthétique qui est arrivée ici, qui vient du conditionnement en fait, parce que ces monnaies sont conservées dans des boîtes avec un revêtement textile du faux velours, mais synthétique pour ne pas interférer avec le métal. Et des fibres se sont visiblement accrochées à la corrosion.
Donc l'idée c'est de mettre des interfaces entre le matériau fibreux et la pièce pour éviter ce genre de contamination. Bon là c'est pas très grave, mais c'est pour l'anecdote. Ici on a encore une très belle monnaie, voilà, et qui présente néanmoins des piqûres de corrosion. Ce sont ces produits blanchâtres cireux. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On intervient, on retire ces produits nocifs pour l'objet et voilà, on stabilise et on protège pour éviter que la corrosion ne se redéveloppe, et surtout on fait attention aux conditions climatiques pour la remise en réserve avec une surveillance de l'hygrométrie. L'idée, c'est que effectivement, une fois qu'on a constaté ces altérations, comment est-ce qu'on peut agir en amont pour éviter leur réapparition, et comment minimiser tout risque pour l'objet. Donc agir sur l'environnement. Une conservation préventive. En sachant que quand on fait le constat d'une corrosion, est-ce que le point de corrosion devient automatiquement un point de reprise idéal, enfin facilitant? Oui. Parce que toute faiblesse est exploitée. Donc, comme c'est un point d'entrée en fait, c'est comme effectivement ça crée un point d'accès en fait pour à l'intérieur de l'objet pour la réactivation du mécanisme de corrosion, qui commence systématiquement par la surface. Parfois ça fait des creux, parfois ça soulève le métal. Ici on aura un creux, mais ça veut dire qu'on a une perte de matière irréversible, et qu'on n'essaiera pas de masquer, puisque ça fait partie de l'histoire de l'objet. Et que bon, là on a une échelle où la lisibilité de la pièce n'est pas remise en question. Et pour finir, et voilà, il s'agit d'une peinture qui était dans la salle de Mars, salle d'archéologie comparée, une grande peinture de Cormon. Son titre c'est Retour de chasse à l'âge de la pierre polie, il me semble. Et donc l'un des enjeux était aussi de libérer cette salle pour installer l'échafaudage et permettre aux restauratrices de travailler. Et vous voyez ici une vue de la salle de Mars sans ses vitrines. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Hélène, c'était évidemment passionnant. J'en profite avant de vous laisser le micro pour les questions pour vous signaler deux choses. À l'occasion de la fête de la science dont je parlais au début de la conférence, vous pouvez voir dans la chapelle, et ce jusqu'au 14 octobre, une présentation de quelques vues prises au microscope électronique à balayage pour vous faire entrer au cœur de la matière. Donc un petit peu l'équivalent de ce qu'on a vu ici en noir et blanc, mais également quelques vues artistiques colorisées. Et je remercie d'ailleurs Fabienne Médard qui est dans la salle et qui fera la conférence de mars sur les textiles minéralisés archéologiques. Sachant qu'avec le même, on va quand même à une échelle bien beaucoup plus... Alors je sais pas si on dit petite ou grande, mais en tout cas on plonge vraiment dans le cœur des matériaux. Et puis la deuxième chose, puisqu'on a vu pas mal d'interventions de régie, vous allez avoir à partir du 19 octobre et jusqu'au 10 février une exposition qui s'appelle Tous en boîte sur les chantiers des collections et qui fera un petit peu le bilan justement de 10 ans de chantier des collections pour toutes les raisons qu'on a évoquées ce soir, à savoir justement la refonte du parcours global du musée et puis également la mise en sécurité de certaines œuvres à l'occasion par exemple de la restauration des façades, la mise en réserve aussi de centaines de milliers d'objets du MAN.
Et donc cette exposition, qui est essentiellement basée sur des photos lors de ces chantiers des collections, vous permettra de découvrir les différentes facettes des métiers de la régie des collections. Voilà, donc c'est une autre façon encore de parler des objets, des matériaux et puis des coulisses. Hein, donc vous êtes très friands puisque vous êtes nombreux ce soir et certainement aussi devant les écrans. Voilà, donc je vous laisse la parole pour les questions. Je reviens, monsieur. Bonsoir. C'était juste pour savoir les produits que vous utilisez pour nettoyer les pièces endommagées, comme notamment la dernière. Les produits, je peux pas vous répondre parce que ça va dépendre énormément des matériaux. Ça dépend des objets, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut nettoyer, sachant qu'un nettoyage est en lui-même une intervention. On va retirer des éléments de façon irréversible. En général, on peut faire des tests. Enfin, en général, on fait des tests justement pour choisir le produit le plus adapté, le moins invasif, et qui va permettre de préserver toutes les informations disponibles. Donc c'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais c'est que je ne peux pas. En fait, c'est trop variable. Il n'y a pas de recette en fait. On s'adapte vraiment à l'objet, à l'objectif de l'intervention et à sa matérialité. Vous avez présenté beaucoup d'exemples d'examens par microscopie. Je voudrais savoir quelles sont les techniques de physique dont vous disposez dans votre laboratoire. Alors, aucune. On n'a que du matériel d'observation et en fait, la plupart des opérations, des interventions conservation restauration sont faites par des prestataires. Quasiment tout est externalisé. Donc moi, je fais assez peu de restauration au laboratoire. Et lorsqu'on a des besoins d'examen et d'analyse, on se tourne vers d'autres laboratoires. Il y a par exemple le C2RMF, le Centre de conservation et restauration des musées de France, mais il y a aussi beaucoup d'autres laboratoires privés et qui, enfin, selon leurs équipements, selon leur spécialité, on s'oriente alors vers eux. Mais malheureusement, on n'a pas ce genre d'équipement au même. Pas encore. Oui, vous avez évoqué le fait que pour faire la rénovation, il y avait intervention de plusieurs experts de compétences différentes et complémentaires. La question, c'est si jamais pour la rénovation d'objets, Restauration. Restauration d'objets impliquant plusieurs matériaux, il y avait des appréciations, des jugements différents sur la marche à suivre. Comment résolvez-vous le problème de divergence de vue éventuelle et de choix et de décision à prendre? Alors, lorsqu'il y a plusieurs matériaux, on s'associe avec des collègues, on travaille rarement seul. Donc on s'associe avec des collègues dont c'est la spécialité. On discute avec les chargés de collection et on finit généralement par trouver un consensus et une solution. Et c'est vrai qu'il y a certains cas où, je vais vous montrer l'exemple de la colombine avec l'ivoire et le métal, qui ont des exigences tout à fait différentes. Là, il faut faire effectivement un choix. Par exemple, pour le climat de la vitrine, quel matériau on va préserver? Quel est le plus fragile? Quel est le plus en danger? Là, ce sont des choix pas faciles, effectivement.
Oui, je voudrais savoir quelles sont les conditions optimum en vitrine au niveau des températures, lumière, l'humidité pour les vitrines, sachant que les matériaux sont différents, du métal, la matière organique ou la céramique. Et ça, c'est en vitrine, mais qu'est-ce qui se passe dans vos réserves? Alors, il y a la théorie et il y a la pratique. En théorie, il y a des consignes que vous pouvez retrouver assez facilement donc, par matériau. Par exemple, le métal, on est censé être à moins de 42% d'humidité relative. La lumière, les métaux, pour les métaux, ça importe peu. La lumière va avoir une incidence sur les matériaux organiques, sur les verres. En fait, les températures conseillées sont autour de 20 degrés. Pour les matériaux organiques, on essaye d'être, il faudrait être entre 45 et 55% d'hygrométrie, d'humidité relative. Mais c'est rarement le cas dans les vitrines et dans les réserves. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut surtout éviter, ce sont les variations. C'est-à-dire que même si les conditions d'exposition ou de conservation ne sont pas théoriquement idéales, les objets s'adaptent. Ils se sont adaptés à leur environnement et en fait, ça va presque induire plus de risques de brutalement appliquer les règles de bonne conduite, entre guillemets, pour l'exposition et dans les réserves, de faire un brusque changement, ils vont à nouveau réagir. Donc je dirais que tant que l'état des conservations n'est pas spécialement inquiétant, ce qui est le cas au MAN, même si sur le papier, les conditions sont loin d'être idéales, les objets vont plutôt bien et se sont adaptés à leur environnement. Et si on agit trop brutalement sur cet environnement, on va au contraire susciter des nouvelles altérations. Qui détermine le budget pour cette activité? C'est une difficile question. Alors en fait, on fait un recensement des besoins par collection auprès de chaque chargé de collection, selon les projets scientifiques, selon les projets d'exposition, les prêts, selon les urgences qu'on a constatées justement lors des campagnes d'entretien, lors de veille dans les réserves. Donc les besoins sont exprimés, les besoins sont transmis à la direction du musée puis à la tutelle du ministère et on voit ce qui nous est alloué. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se décide et souvent on doit reporter ou renoncer à des projets en espérant les mettre en œuvre l'année d'après. Mais parfois, certains n'aboutissent pas, malheureusement. Après, dans des circonstances exceptionnelles comme le réaménagement des parcours muséographiques, là, ça va être des circonstances un peu différentes où avec un peu plus de moyens débloqués, on essaye d'utiliser toutes les ficelles. Alors, monsieur me fait courir, mais c'est pour la bonne cause. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour ce travail remarquable qui est à la fois de technicité, de culture, d'histoire et d'art. Et ma question rejoint un peu celle de monsieur, qui, elle, me semble porter sur les matériaux. Vous avez énuméré les différentes valeurs de l'objet lors de l'initiative qui est faite. Et ma question, c'était comment se fait l'arbitrage sur une valeur esthétique, artistique, patrimoniale, sociale, spirituelle? Enfin, là, on a vu quelques objets. Bon, il y avait évidemment des armes, mais il y avait aussi des objets de parade, des objets cultuels, des sociaux, enfin des échanges, et, d'autres objets qui restent très énigmatiques. Ces fils d'or, est-ce que ce sont des talismans? Voilà, comment se fait l'arbitrage sur, voilà, est-ce qu'il faut privilégier telle ou telle valeur, la souligner, ou au contraire rester neutre? Voilà.
L'idée, c'est de préserver le maximum. Donc, c'est Oui. pour ça qu'il y a l'intervention minimale. Donc ça va pas beaucoup peut-être vous aider. Non, non, Mais, mais effectivement, en fait, c'est une discussion avec tous les chargés d'études, les responsables de la collection. Et on sait que c'est un choix que l'on va faire à un moment T et que peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, notre choix sera critiqué comme nous, on critique ceux qui ont été faits il y a 10 ou 20 ans. D'où la réversibilité. Voilà, donc on vise à la réversibilité. Parfois, elle n'est malheureusement pas atteignable. Par exemple, quand on a un objet, je dis n'importe quoi, une céramique qui ne se tient pas, en fait, qui se délite, ou un verre qui se feuillette, on va introduire un consolidant pour essayer d'en garder la forme. Évidemment, ce consolidant, si on l'enlève, on va perdre l'objet. Donc là, on agit de manière irréversible, mais c'est un choix qui aura été posé, argumenté, pour préserver la forme de l'objet qui, elle, a une importance esthétique, une importance historique, va permettre la datation de l'objet, par exemple, de préserver les décors, etc. Donc effectivement, il y a des objets pour lesquels la réponse n'est vraiment pas simple. Et moi, j'ai tendance beaucoup à orienter vers des études préalables, justement, avant des interventions de conservation-restauration. Comme ça, on peut vraiment mesurer quelles sont les informations disponibles, quelles sont celles qui ne sont plus disponibles, comment la matière peut réagir, on fait des tests, voilà, ça permet de bien déblayer le terrain et de faire une proposition au plus proche de la demande et la plus modeste possible pour préserver le maximum. Voilà, on a encore le temps pour une ou deux questions, si vous le souhaitez. Allez. Attendez, madame, j'ai une question à l'arrière et ensuite je viens vers vous. Quand on voit dans les réserves toutes les caisses que vous avez et vous faites l'effort de préserver les objets, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils vont sortir régulièrement pour être exposés? Ou est-ce qu'il y en a qui vont rester éternellement dans les caisses? C'est une grande question en archéologie. C'est une très bonne question. C'est difficile parce que je sais que beaucoup aimeraient bien faire une rotation des collections dans les vitrines, mais ça suppose des réaménagements de vitrines complets. En fait, financièrement, c'est pas tenable. Et ça suppose beaucoup d'espace. Après, l'objectif, c'est que les collections restent accessibles aux chercheurs. Alors évidemment, c'est moins mis en valeur auprès du grand public. Les expos temporaires permettent de valoriser ces objets qui restent en caisse en attendant. Voilà, effectivement, il y a un volume considérable et c'est difficile de tout montrer. La dernière est pour vous. C'était très intéressant votre présentation tout à l'heure. Et moi, je me posais la question, quand de nouvelles pièces arrivent, de fouilles archéologiques, je ne sais pas quoi, est-ce qu'il y a un cheminement, un traitement de l'objet avant ou qu'il soit exposé ou mis en caisse Qu'est-ce que vous faites quand il arrive? Alors, quand il arrive, ça arrive. Il y a, les chargés de collection sont très dynamiques, font vivre leur collection et sont toujours, essayent d'avoir des nouvelles acquisitions régulièrement. Donc c'est arrivé récemment. C'était assez exceptionnel, mais j'ai pu accueillir un objet brut de fouille, ce qui est très rare pour le MAN, parce que généralement on a affaire à des fouilles anciennes. Donc j'ai pu le traiter. Après, voilà, du coup cet objet en fait. Donc il arrive ici, il est pris en charge au laboratoire. Donc il n'y a pas de moyens d'analyse très poussés, mais on a quand même des salles de travail avec un bon équipement qui permet de travailler sur place. Donc on évalue le besoin avec la conservatrice, je fais mon constat d'état, les préconisations. Si je peux le prendre en charge niveau planning, charge de travail, difficultés techniques, je le prends en charge.
Et sinon, on demande un devis ou on passe par une externalisation de la prestation pour que l'objet soit étudiable ou exposable. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui. Vous intervenez sur l'objet quand même, vous ou quelqu'un d'autre, mais après, on l'intègre aux collections ou on le met en caisse. Ça, c'est votre décision, en fait. Ce n'est pas ma décision, c'est la décision des chargés de collection. Et je sais que, par exemple, Madame Simon-Millot, pour les collections néolithique âge du bronze, régulièrement fait des acquisitions et elle a dans son espace de parcours permanent, il y a une petite vitrine qui présente régulièrement les nouvelles acquisitions. Voilà, merci beaucoup. Alors pour poursuivre l'aventure de la restauration, je vous invite à voir l'objet du mois qui a été accroché hier, donc à la fin du parcours permanent dans la rotonde. Vous avez tous les mois un objet nouveau. Et depuis hier, donc vous pouvez voir les broderies d'Arégonde, vous qui connaissez bien les parures puisque vous êtes fidèle au musée, et qui seront exposées de manière exceptionnelle pour un mois avant de retourner bien à l'abri dans l'obscurité pendant un certain nombre de mois, voire d'années. Voilà, c'est le lot des textiles. Je vous remercie. Rendez-vous le mercredi 4 décembre pour une conférence sur le mobilier en matériaux organiques des sites du Jura, Lons-le-Saunier, Châlons. Voilà, vous en saurez plus sur la lettre d'information ou sur le site internet d'ici quelques semaines. Merci à vous. Bonne soirée.